La fillette pleurait en silence, une peine discrète qui ne cherchait aucun témoin. Elle avait appris à souffrir sans un bruit, comme si son corps abdiquait lentement, parcelle par parcelle. Sa chambre était grande, ornée de meubles d'époque et de tentures épaisses, mais l'espace se contractait autour d'elle, lui donnant l'impression d'être dans une cage dorée. Les médecins se succédaient, revenant avec des dossiers remplis d'analyses et des théories alambiquées. Ils évoquaient une pathologie rarissime, une affection dont les manuels ne parlaient pas. Ils affirmaient que le temps leur apporterait des réponses, mais aucun d'entre eux ne discernait l'évidence. Sa santé se dégradait de manière chirurgicale, comme si un métronome invisible battait la mesure de son affaiblissement. Nul ne s'en méfiait, nul, à l'exception de Sandrine, l'employée de maison. Elle voyait les horaires, elle notait les dîners, elle relevait le fait que Stéphanie, la tante paternelle, faisait son apparition juste avant chaque déclin de l'enfant. La petite Chloé n'était pas seulement malade, on l'éteignait à petit feu. Et quand Sandrine mit la main sur les documents cachés, elle comprit que la maladie n'était qu'une mise en scène, un plan qui suivait son cours implacable. Sandrine travaillait dans cette maison de maître nichée au cœur de la campagne ligérienne depuis 3 ans. Elle en connaissait les moindres secrets, les habitudes, les silences. Elle pouvait deviner un mensonge à la simple inflexion d'une voix. Elle sentait le malaise dans l'air, une odeur âcre de tromperie. Et depuis 2 mois, une atmosphère de fausseté imprégnait toute la bâtisse. La fille de Nicolas Dubois, Chloé, était âgée de 8 ans. C'était une enfant réservée, d'une grande douceur, qui trouvait son bonheur dans ses crayons de couleur et ses livres d'histoire. Sandrine se rappelait, le cœur serré, le temps où la fillette gambadait dans les couloirs, où ses éclats de rire résonnaient dans le parc. C'était avant que Nicolas ne s'envole pour Dubaï pour affaires, avant que Stéphanie, sa sœur, ne s'installe pour gérer la maison avec une poigne de fer dans un gant de velours. Aujourd'hui, Chloé avait à peine la force de quitter son lit. Les spécialistes venaient chaque semaine, la piquaient pour des analyses de sang, lui faisaient passer des examens d'imagerie médicale, puis s'isolaient avec Stéphanie pour des conversations à huis clos, repartant à chaque fois l'air plus déconcerté. Leurs hypothèses variaient, anémie sévère, maladie métabolique, syndrome auto-immun non identifié. Rien ne correspondait, aucune piste n'expliquait comment une enfant aussi saine avait pu se consumer si rapidement. Sandrine faisait le ménage de la chambre de Chloé tous les matins. Elle voyait le teint de la petite devenir plus cireux, son corps plus frêle, son regard plus absent. Elle fut la seule à remarquer une récurrence troublante, l'état de Chloé s'aggravait toujours brutalement au lendemain des repas que Stéphanie insistait pour lui cuisiner elle-même. Ce n'était pas systématique, mais cela suivait un cycle précis. Stéphanie apportait elle-même le plateau, le sourire aux lèvres, et veillait à ce que sa nièce ne laisse pas une miette de son bœuf bourguignon ou de sa soupe de légumes. Alors qu'elle passait l'aspirateur, Sandrine tendait l'oreille. Elle entendait la voix doucereuse de Stéphanie rassurer Chloé sur le retour de son père, lui répétant combien il était important de manger pour être forte. Cette sollicitude était surjouée, presque théâtrale. Et le lendemain matin, le scénario était immuable, Chloé était malade, secouée de frissons, vomissant ses maigres repas de la veille. Sandrine se mit à observer. Le soupçon, d'abord une pensée insensée qu'elle chassa, devint une certitude après la 3e crise consécutive à un dîner spécial. Elle décida de mener sa propre enquête. Elle commença par des choses simples, notant les dates et le menu sur un calepin. Soupe de légumes faite maison, jus d'orange, pain grillé et confiture. Toujours préparée par Stéphanie, qui donnait congé à la cuisinière ces soirs-là, invoquant une attention toute particulière pour sa nièce. Tout le monde la croyait. Stéphanie jouait à la perfection son rôle de tante aimante, sacrifiant son temps pour veiller sur l'enfant malade. Une sainte. Mais Sandrine voyait la vérité derrière le masque. Elle voyait le contrôle absolu que Stéphanie exerçait sur la maison, sur les visites, sur le choix des médecins. Elle l'entendait mentir au téléphone à Nicolas, affirmant que Chloé se reposait et ne pouvait être dérangée. Elle l'avait vu prendre en main la gestion financière, sous prétexte des frais médicaux. Sandrine n'était pas dupe. 20 ans au service de familles fortunées lui avaient appris à reconnaître la convoitise. Un après-midi, Stéphanie s'absenta pour voir ses avocats, annonçant être de retour d'ici 3 heures. Sandrine attendit 30 minutes, puis monta à l'étage. La chambre de Stéphanie était fermée à clé, mais Nicolas lui avait confié un trousseau complet, loin d'imaginer l'usage qui en serait fait. La pièce était rangée avec une minutie obsessionnelle. Le premier tiroir contenait des pulls impeccablement alignés.
Le second, des dossiers. Sandrine en prit un. Il contenait des documents légaux. Elle n'y comprit pas tout, mais une clause attira son attention. En cas de décès de Chloé, Stéphanie deviendrait l'unique héritière de la fortune considérable de son frère, selon un testament ancien jamais modifié depuis la mort de la mère de la fillette. Sandrine sentit la nausée monter. Elle poursuivit ses recherches. Derrière une pile de plaids dans l'armoire, elle dénicha une boîte. Elle contenait des fioles, certaines vides, d'autres non. Pas d'étiquette, seulement des codes manuscrits. Elle prit des photos de tout avec son téléphone. Sous les fioles, un carnet. En l'ouvrant, elle eut le souffle coupé. Ce n'était pas un journal, c'était un compte-rendu clinique. Stéphanie y notait l'évolution de l'état de Chloé, son poids, ses symptômes. En marge, des annotations glaçantes, augmenter la posologie, réaction positive, espacer les prises. C'était une confession détaillée. Stéphanie empoisonnait sa nièce, lentement mais sûrement. Assez lentement pour que cela ressemble à une maladie dégénérative, mais assez vite pour que l'issue soit fatale avant le retour de Nicolas. Le plan était d'une cruauté sans nom. Tremblante, Sandrine photographia chaque page. Elle remit tout en place avec une précaution infinie, verrouilla la porte et redescendit. Elle était en train de se faire un café quand Stéphanie rentra. « Vous avez l'air fatiguée, Sandrine », commenta Stéphanie avec un sourire glacial. « Un coup de barre, madame. Ça passera. Reposez-vous bien. Vous nous êtes indispensable. » Sandrine hocha la tête, le cœur battant la chamade. Que faire? Les photos ne suffiraient peut-être pas. Stéphanie était puissante, protégée par ses avocats et des médecins du P. Sandrine n'était qu'une employée. Elle décida de rassembler des preuves matérielles. À chaque dîner suspect, elle attendait que Chloé dorme, puis, en débarrassant le plateau, elle prélevait un échantillon de la nourriture qu'elle mettait dans un bocal et cachait au fond du congélateur de la cave, un lieu qu'elle était la seule à fréquenter. Elle se rapprocha aussi de Chloé, utilisant ses tâches ménagères comme prétexte pour passer du temps avec elle. L'enfant, sentant peut-être une alliée, se mit à lui parler. Elle lui dit que son père lui manquait, et que la nourriture de sa tante avait parfois un goût étrange. Elle dit que ce sont les vitamines, ajouta la petite. Tu l'aimes bien, ta tante? Risqua Sandrine un jour. Chloé hésita. Oui, mais parfois. Parfois, on dirait qu'elle voudrait que je m'endorme et que je ne me réveille plus. Sandrine sentit un frisson la parcourir. L'instinct de l'enfant avait perçu le danger. Ton papa va revenir, je te le promets. Il faut être courageuse. C'est vrai? Absolument. Mais elle n'en savait rien. Nicolas était injoignable. Sandrine trouva son numéro de bureau dans un carnet et appela d'une cabine publique, loin de la maison. Elle laissa un message urgent pour lui, concernant sa fille, à sa secrétaire. C'était un pari risqué. L'état de Chloé se dégradait à vue d'œil. Les médecins parlaient maintenant d'hospitalisation. Stéphanie fit mine d'accepter, mais demanda un sursis, pour essayer un dernier traitement à domicile, disant vouloir éviter un traumatisme à l'enfant. Sandrine vit clair dans son jeu, elle voulait que Chloé meure ici, pour mieux contrôler les événements et éviter une autopsie. Il ne restait que 3 jours avant le prochain repas empoisonné. Sandrine l'avait deviné en entendant Stéphanie planifier ses rendez-vous. Il fallait agir, et vite. Cette nuit-là, elle descendit à la cave et récupéra ses preuves, les bocaux de nourriture et quelques fioles qu'elle avait réussi à subtiliser lors d'autres incursions dans la chambre de Stéphanie. Elle rédigea une lettre expliquant tout, joignit les photos et mit l'ensemble dans une grande enveloppe destinée à la gendarmerie locale. Le lendemain, comme prévu, Stéphanie annonça qu'elle préparait un dîner réconfortant pour Chloé. Sandrine l'épia depuis l'entrebâillement de la porte de l'office. Elle la vit cuisiner, puis ajouter discrètement quelques gouttes d'un liquide provenant d'une fiole dans la soupe. Quand Stéphanie monta, Sandrine la suivit. La porte de la chambre était adjointe. Elle entendit Stéphanie presser Chloé de manger. Sandrine entra brusquement. « Pardon de vous déranger, madame, je venais juste chercher le linge sale. »« Plus tard, Sandrine. » rétorqua Stéphanie, agacée. Sandrine fit semblant de s'affairer dans la salle de bain, mais elle écoutait. Chloé refusait de manger. L'agacement de Stéphanie était palpable. Sandrine sortit et s'adressa à la petite.
Si tu n'as pas très faim, ce n'est pas grave, Chloé. On peut la garder pour tout à l'heure. Elle mange maintenant. Siffla Stéphanie. Elle a besoin de force. Peut-être qu'elle a mal au cœur. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Vous n'êtes pas sa mère. D'un geste vif, Sandrine attrapa le plateau. Je vais la maintenir au chaud. Non. Rendez-moi ça. Mais Sandrine était déjà sortie, dévalant l'escalier à toute vitesse. Elle s'enferma à clé dans la cuisine tandis que Stéphanie frappait à la porte en hurlant. Sandrine jeta la soupe dans l'évier, attrapa son enveloppe et s'enfuit par la porte de derrière. Elle sauta dans sa vieille Renault 4 et fonça vers la gendarmerie. Elle donna son paquet au commissaire et lui raconta tout. L'homme l'écouta, examina les pièces, et passa des appels. 2 heures plus tard, les gendarmes investissaient la propriété. Stéphanie fut arrêtée sans résistance. Chloé fut immédiatement conduite à l'hôpital local. Sandrine passa des heures à faire sa déposition. Nicolas arriva de Dubaï le lendemain, effondré. Les preuves étaient accablantes. L'analyse toxicologique révéla la présence d'arsenic dans l'organisme de Chloé, administré de façon répétée. Quelques doses de plus et l'issue aurait été fatale. Stéphanie finit par tout avouer, motivée par la jalousie et la cupidité. Elle avait sous-estimé une seule personne, Sandrine. Chloé passa plusieurs semaines à l'hôpital. Le chemin vers la guérison fut long, mais elle s'en sortit. Quand elle rentra, elle n'était plus tout à fait la même, mais elle était vivante. Nicolas voulut couvrir Sandrine d'or. Elle refusa. « J'ai simplement fait ce qui était juste, dit-elle. »« Vous avez risqué votre vie, » répondit Nicolas. « Chloé est en vie. C'est la seule chose qui importe. » Sandrine resta à leur service. Chloé retrouva peu à peu ses couleurs, ses dessins et ses sourires. Une part de son innocence s'était envolée à jamais, mais la vie avait repris ses droits. Stéphanie fut condamnée à 25 ans de prison pour tentative d'homicide avec préméditation. Nicolas révisa son testament et renforça la sécurité autour de sa fille. Chaque jour, il regardait Sandrine avec une gratitude infinie. Elle avait été les yeux et les oreilles de cette maison, la seule à avoir vu le mal qui se cachait derrière un sourire, la seule à avoir eu le courage d'intervenir. Ce n'était pas un grand médecin qui avait sauvé Chloé, mais une simple femme de ménage, attentive et courageuse.